reprenons nos activités. Ce matin, je vous avais indiqué que nous sommes ici pour croiser les regards, pour croiser les perspectives, pour essayer d'être collectivement plus intelligents, et qu'il y a ici des experts dans des domaines très complémentaires et qui convergent autour de la problématique, de la stratégie, de la géopolitique, de la sécurité, de la défense dans cette zone méditerranéenne et moyenne-orientale, ce voisinage sud. Et nous avons tenté quelque chose pour CRS Med, c'est d'avoir un troisième axe, un axe hors expertise technique, une approche totalement différente, une approche surplombante, une approche un peu décalée, un angle qui n'a rien à voir avec l'expertise que j'évoquais, qui nous fasse changer à la fois de registre tout en étant toujours au cœur de notre préoccupation, la Méditerranée, le voisinage sud. Et donc j'ai demandé à Daniel Rondeau de nous rejoindre et de jouer ce rôle de grand témoin un peu particulier. Et donc je ne sais absolument pas ce qu'il va nous dire. Mais par contre, je peux vous présenter Daniel Rondeau. Il est d'abord écrivain, il est d'abord et avant tout écrivain. Il est auteur d'une trentaine d'ouvrages, des livres autobiographiques, des romans bien sûr, des portraits de villes, et notamment tous les ports de la Méditerranée ont fait l'objet d'un livre de sa part. Il y a un roman en 2004 qui a été très connu qui s'appelait Dans la marche du temps, et en 2017 un roman Mécanique du chaos qui a reçu le Grand Prix de l'Académie française, et il a d'ailleurs été élu à l'Académie française en 2019. Donc c'est d'abord et avant tout un écrivain, je ne crois pas me tromper en vous présentant comme ça, mais c'est également un journaliste. Donc il a été directeur de Libération, il a travaillé dans la presse et les médias, il a été grand reporter, me semble-t-il. Et c'est aussi un diplomate. Il a été ambassadeur, alors en Méditerranée, sans surprise, à Malte et à l'UNESCO, un endroit où d'ailleurs on aura un deuxième grand témoin qui vient de l'UNESCO, un endroit où les cultures, la problématique des cultures, du regard, de l'approche, de l'altérité est évidemment clé. Et ça me fait penser à ce qu'a dit le préfet maritime ce matin dans sa clôture de son intervention sur la nécessité de comprendre le mécanisme intellectuel de l'autre, de comprendre la représentation mentale de l'autre dans un monde qui ne converge plus et donc qui revient avec des perspectives, des approches et des représentations intellectuelles, culturelles différentes. En gros, un monde où l'altérité existe et on la prend en compte, et c'est en la prenant en compte qu'on a de bonnes chances de pouvoir au moins se comprendre, à défaut de s'entendre. Donc Daniel Rondeau est un passionné de la Méditerranée. Je pense qu'il, je sais pas ce qu'il va dire, mais je pense qu'il va en parler. C'est même l'objet, me semble-t-il. Il y a quelque chose que je voulais évoquer et qui, à mon avis, marque le personnage et explique pourquoi je pense que ce n'est pas complètement absurde de l'avoir invité aujourd'hui comme grand témoin. C'est que lorsqu'il était, je crois, ambassadeur à Malte, il a participé à une opération qui s'appelait l'opération Ulysse 2009. Donc, bon, il en parlera peut-être mieux que moi, mais donc là, c'était la Marine nationale a d'ailleurs participé à cette opération. Il était embarqué sur un bateau et en fait, il a fait une espèce de manifestation culturelle itinérante de port en port en Méditerranée. Et à chaque escale, il y avait des auteurs du port, du pays d'accueil, mais aussi d'autres pays qui se retrouvaient. Ça peut être des auteurs de romans, des romanciers, des historiens, des musiciens, des peintres. Et ils échangeaient. Voilà. Et donc, on est bien dans le domaine de l'altérité et de la compréhension de l'autre. Les ports, je crois, de cette mission, parce que ça ne pouvait pas non plus, comme c'était la marine qui organisait ça, ça ne pouvait pas non plus durer un temps infini. C'était Malte, Tunis, Tripoli, Limassol, Beyrouth, donc quand même très, très représentatif de la Méditerranée, de sa diversité. Voilà, Monsieur Rondeau, je vous passe la parole et
et je vous souhaite de vous envoler là où vous voulez aller. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, Amiral. Bonjour à tous. Un petit mot sur cette opération Ulysse. C'est une idée que j'ai eue le jour même où j'ai été nommé ambassadeur au Conseil des ministres. J'ai eu l'idée, j'ai imaginé un voyage sous drapeau français, une sorte de voyage politique et politique en Méditerranée. Et les choses se sont enchaînées assez miraculeusement, c'est-à-dire la Marine nationale a participé pleinement, parce qu'il y avait ce bateau, la Meuse, avec le commandant Udo, qui était le pacha du bateau. Et nous sommes partis de Malte, et dans chaque port, nous faisions il y avait un thème de réflexion. Nous sommes partis de Malte, comme il y avait le gros problème des boat people que j'avais mis sur le tapis dans un article du Monde. Et nous avions une réflexion au Palais des Grands Maîtres, c'est-à-dire au Parlement maltais, avec beaucoup de gens, et sur le thème aujourd'hui, Ulysse est noir et meurt en Méditerranée. Ensuite, nous sommes allés à Tunis. On avait 5 lieux de réflexion, université, lycée, centre culturel. Ensuite, nous sommes allés à Tripoli, où l'amiral Forestier m'avait dit « Vous ne pourrez jamais rentrer à Tripoli, aucun bateau n'est rentré depuis que la Jeanne en a été chassée. » Et en fait, j'ai envoyé un émissaire maltais, comme ce sont les Maltais qui faisaient le commerce des Libyens. Et le commissaire maltais, mon émissaire, au bout de 3 heures à Tripoli, m'a appelé en me disant la Meuse peut rentrer à Tripoli, il n'y a aucun problème. Et là, j'en parle parce que c'est une façon d'introduire ce que je vais dire. À tout le monde, je demandais à l'avance de quoi voulez-vous parler, quels sont vos thèmes. Et à Tripoli, je suis face à 150 étudiants libyens, avec tous les gens qui étaient à bord du bateau. C'était des écrivains et des poètes, des historiens de tous les pays méditerranéens. On était une trentaine. Et les étudiants libyens me disent « Nous voulons parler d'Albert Camus ». C'est pour vous dire qu'il y a une attente aussi ailleurs. Ensuite, nous sommes allés à Limassol. À Limassol, Jean-Marie Leclésio nous a rejoints. Il venait d'avoir le prix Nobel à sa demande. C'est-à-dire, il voulait en être. De même que Mario Vargas Llosa m'a appelé en me disant, il avait lu un article dans la presse espagnole, il m'a dit, je voudrais être là. Bon, il n'a pas pu venir pour des raisons d'emploi du temps. Et à Limassol, j'ai rassemblé des chanteurs et des musiciens israéliens et palestiniens qui ont chanté ensemble, et des chanteurs et musiciens chypriotes et turcs. Et ensuite, nous sommes allés à Beyrouth, qui était la capitale mondiale du livre. Et partout où nous allions, ce n'était même pas besoin d'expliquer notre projet. Tout le monde comprenait et les gens nous attendaient. Il y avait sur le quai, c'était assez hallucinant, sur les quais de Tunis ou de Beyrouth, il y avait des gens qui attendaient. Donc, une petite anecdote pour finir cette introduction. Quand je suis arrivé sur la Meuse, le commandant Udo m'avait réservé la chambre, je ne sais pas comment on l'appelle, la chambre de l'amiral. Et nous avions un vieux poète libanais qui était Salah Stétier, et j'ai pensé qu'il était plus convenable de laisser cette chambre à ce vieux poète libanais qui avait besoin d'un peu plus de confort que moi. Et j'étais avec ma femme, et donc nous avons été dans une autre chambre qui avait un peu moins de confort, avec 2 bannettes superposées. Nous avons dormi dans la même bannette, très bien. Et le commandant Udo nous avait dit « Attention, demain matin, branle-bas à 7 heures, il faut être prêt. » Bon, ma femme a mis son réveil à 5h30 pour aller prendre sa douche. Comme on était dans un quartier où il y avait il n'y avait que des hommes, donc elle voulait prendre sa douche tranquillement. Moi, je vais la prendre après, ce qui fait qu'à partir de 6 heures, nous sommes tous les deux assis sur notre bannette, côte à côte, en attendant le branle-bas. On attend le branle-bas, on croit que ça va être un coup de clairon. À 7 heures précises, un peu de grésillement dans les haut-parleurs du bateau. Et là, l'équipage et le commandant Udo m'avaient fait un cadeau. C'était une chanson de Johnny Hallyday. Parce que comme ils savaient que j'étais ami de Johnny, ils savaient, voilà. Bon, alors maintenant, on passe aux choses sérieuses.
sérieuse. Je suis un enfant des vignes, des livres et des bois. On est loin de la mer. Enfant des vignes et des bois, puisque mon grand-père était un très modeste vigneron champenois et que j'ai passé énormément de temps avec lui dans son pressoir, dans sa cave et dans ses vignes. J'ai beaucoup aimé mon petit village de Champagne, contrairement peut-être à tous ceux pour qui le village natal est une prison. Moi, j'ai vécu ce petit village de 300 âmes comme une sorte de métaphore du monde. Et c'est par le ciel de mon village que j'ai commencé très tôt à entrer en relation avec des horizons lointains. Je suis donc un champenois de nation, comme le disait Dom Mabillon, qui a inventé au XVIIe siècle une façon française d'écrire l'histoire. Champenois de nation, c'est-à-dire français. Et je n'ai jamais séparé, depuis mon adolescence, mon goût pour la littérature de la passion pour mon pays. J'ai dit que j'étais aussi un enfant des livres. C'est parce que mon père, qui était instituteur, qui avait été arraché à la glèbe de sa forêt natale par son propre instituteur, a fait quelque chose d'assez inhabituel pour son temps et pour son milieu. Quand je suis entré en sixième, il m'a ouvert un compte dans une librairie du centre-ville de Chalon-sur-Marne, qui était la ville où nous habitions. Il me semblait que la littérature française était un jardin. Je me promenais dans les rayons entre Giono, Camus, Aragon, Malraux. C'est dans Giono que je découvre La lumière du Sud, mais c'est Albert Camus qui me fait traverser la mer. Et jeune adolescent, 13 ans, 14 ans, dans cette ville de Chalon-sur-Marne, qui était à ce moment-là une ville de garnison, qui ne l'est plus malheureusement, assis sur le rebord de la fenêtre de ma chambre, je lis Giono, La peste, et je crois entendre la respiration de la Méditerranée. C'est-à-dire que posé dans un milieu qui est à la fois modeste et immobile, je ressens très tôt, et de façon confuse naturellement, une sorte d'appel de l'Orient, comme si une partie de moi-même était née ailleurs. J'ai essayé depuis de comprendre d'où me venait cette sensation de cœur divisé. Cette sensation ne m'appartient sans doute pas en propre. Elle est le lot d'une majorité d'Européens. Fernand Braudel, le grand historien de l'Académie et le grand historien de la Méditerranée, explique qu'au Moyen Âge, l'Europe était saturée d'Orient et de Méditerranée. Pour une raison très simple. Notre vieux continent avait été fécondé par deux religions qui sont deux religions orientales. Et quand, dans les années 50, ma grand-mère m'emmène à la messe, je regarde les vitraux de l'église de mon village, et qu'est-ce que je vois? Je vois des scènes qui se passent dans la vallée du Jourdain, sur les bords de la mer Morte, à Bethléem, à Béthanie, en Galilée, à Tyr, à Gethsémani ou au Golgotha. Et l'Orient s'est mis, si vous voulez, l'Orient et cette Méditerranée se sont mis à vivre en moi comme ils avaient sans doute vécu chez tous ceux qui nous ont précédés et qui ne savaient pas grand-chose forcément ni du monde ni de leur temps, mais qui avaient l'habitude de reposer leur cœur dans cette tradition qui venait du lointain. Naturellement, ensuite, j'ai mis mes pas dans les pas d'un certain nombre d'écrivains français pour qui la Méditerranée et l'Orient ont joué un rôle primordial. Chateaubriand, Flaubert, Barrès et plus près de nous, Albert Camus. J'ai même écrit un livre sur Albert Camus. Et je suis rentré peu à peu dans l'univers méditerranéen, devenant au fil de mes voyages et de mes livres un néo-méditerranéen, comme me l'a dit un jour Edgar Morin. Alors la Méditerranée, de Beyrouth à Gibraltar, c'est un complexe de mer, comme le dit Braudel, à haut niveau de salinité, sans vraie marée, mais où les vents sont importants. Je crois qu'aujourd'hui ça souffle.
avec une grande variété de paysages sur ces rives qui peuvent être fertiles ou désertiques, et surtout qui touchent à 3 continents. L'olivier, le pin d'Alep et le chêne vert sont les 3 arbres qui peuvent symboliser les rivages méditerranéens. J'ai vu que les oliviers étaient là. Les pays qui sont situés sur ces rives sont tous différents, mais les peuples méditerranéens ont une spécificité. Ils ont connu assez tôt l'écriture et ce sont tous des enfants d'Abraham. Alors l'écriture, elle est née dans les zones urbanisées du Proche-Orient vers le milieu du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Puis assez vite, les Égyptiens ont inventé les hiéroglyphes et l'alphabet phénicien va voir le jour vers 1300 avant Jésus-Christ. Il va engendrer les alphabets araméens qui inspirent l'alphabet arabe, hébreu et grec. Un souvenir de Malte, puisque Malte a été d'une certaine façon le tabernacle d'un certain nombre. Malte était au cœur des eaux, à égale distance de l'est et de l'ouest, des rives est, occidentales et orientales. Et on a retrouvé à Malte, au XVIIIe, des cipes avec des inscriptions en grec et en phénicien qui ont joué un rôle très important dans le décryptage de l'alphabet phénicien. Mais au XVIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, sur les quais de la Valette ou de Birgou, comme dans tous les ports du Levant de la Méditerranée ou de la Méditerranée occidentale, on parlait la lingua franca. C'était une langue qui permettait aux marins, aux commerçants, aux esclaves, aux soldats, aux amiraux, aux prostituées, comme aux diplomates, de se comprendre. L'écrivain espagnol Cervantes, qui avait participé à la bataille de Lépante, captif des pirates, avait appris la lingua franca dans les geôles d'Alger, et Molière en a utilisé quelques mots dans le bourgeois gentilhomme. Les 3 monothéismes sont nés et vivent encore plus ou moins sur les bords de la Méditerranée. C'est sur ce rivage qu'a été inventé le culte des saints. Le culte des saints, on ne comprend pas toujours ce que ça représente, mais ça a été une véritable révolution culturelle et cultuelle qui a inversé complètement les frontières imaginaires de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en croyant à la résurrection des morts, les Juifs et les chrétiens pouvaient espérer qu'un jour, les frontières de l'univers seraient brisées. Alors, saints, sanctuaires, tombes, reliques sont devenus autant de checkpoints entre le ciel et la terre sur les rivages méditerranéens. Et l'islam va s'inscrire tout naturellement au 7e siècle dans ce paysage. Ce paysage, naturellement, il ne s'est pas dessiné en un jour. La Méditerranée est le berceau d'un nombre étonnant de grandes civilisations. Brodel dit les civilisations. La Méditerranée a entassé les civilisations. Babyloniens, Assyriens, Perses, Phéniciens, Égyptiens, Juifs, Étrusques, Grecs, Romains, Arabes. Très nombreux ont été les peuples qui ont modelé cet espace défini par son centre, cet ensemble complexe de mers sur lequel très tôt les hommes ont navigué. L'alphabet, l'écriture, les dieux, les mythes, la Méditerranée devient très vite le berceau de la littérature et de l'histoire. On pourrait raconter la Méditerranée par ses grands livres. L'Iliade, l'Odyssée et la Bible. Avec ces 3 chefs-d'œuvre, nous avons un décor, un passé, des hommes et des dieux qui déjà nous ressemblent. La Méditerranée aussi était le rivage des philosophes que vous connaissez, Aristote, Platon, Plotin, Socrate. Mais je voudrais insister sur les historiens, parce que l'invention de l'histoire est quelque chose de très important, d'une importance capitale, et je vais citer les 3 hommes qui ont inventé l'histoire, et ces 3 hommes sont tous des Méditerranéens. Le premier, c'est Hérodote. Hérodote, c'est véritablement le père de l'histoire. Il est né en 480 avant Jésus-Christ à Halikarnasse. Halikarnasse, c'est l'actuel Bodrum, en Turquie. Il disait « Je suis né 4 siècles après Homère ».
il est mort dans le sud de l'Italie. Et c'était un Méditerranéen qui était attiré par l'Asie. « Nous ne sommes pas seuls », expliquait-il à ses compatriotes grecs. D'une certaine façon, Alexandre, dont je vais vous parler plus tard, sera l'un de ses meilleurs élèves. Après Hérodote, je voudrais citer Thucydide, car lui va s'intéresser à l'histoire des hommes et va mettre les dieux au placard. Il apparaît dans l'apogée d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, en plein siècle de Périclès. Et d'Hérodote à Thucydide, on peut dire que la véritable critique historique est née. Et enfin, je voudrais terminer par quelqu'un que tous ceux qui l'ont lu l'aiment beaucoup. Il y a ceux qui parlent de lui comme d'un merveilleux compagnon, c'est Polybe. Polybe se réclamait d'Ulysse pour accéder à la majesté de l'histoire. Il avait visité les villes de bien des peuples, il avait connu l'esprit, et sur la mer, il avait enduré bien des souffrances. Le maître mot de Polybe, c'était vérité. J'en reparlerai tout à l'heure de Polybe quand j'évoquerai la chute de Carthage. Je ne voudrais pas clore cette courte introduction panoramique sans citer saint Augustin. Saint Augustin, on peut dire que c'est le dernier homme de l'Antiquité et c'est le premier homme de notre temps. Il est né à Tagaste. Tagaste, c'est actuellement Soukaras, en Algérie, en 354 après Jésus-Christ. Il est formé à Carthage et il est mort à Hippone. Hippone, c'est l'actuel Annaba en Algérie toujours. Et c'est lui qui, au IVe siècle, va séparer l'administration de la cité des hommes de celle de la cité de Dieu. On peut dire que la cité de Dieu, l'œuvre d'Augustin, est une œuvre importante et décisive pour tout le développement de la pensée occidentale, car elle explique ce que nous devons attendre ou pas de Dieu et quelle est la relation entre le domaine politique et le domaine de la foi. On peut considérer aujourd'hui que ce livre est un livre capital pour définir la laïcité de nos sociétés contemporaines. La spiritualité musulmane, elle a bien évidemment irrigué toutes ces côtes méditerranéennes. Pendant mes voyages, en fait, moi j'étais un pèlerin autour de la Méditerranée. Quand je sortais de ma maison en Champagne, de mon camp de base où je travaille, en général, c'était pour rejoindre une ville méditerranéenne. Et j'ai pu aller de Carthage à Damas sur les traces d'Ibn Arabi, qui est resté encore aujourd'hui un maître vénérable pour de nombreuses confréries, même naturellement s'il est mal vu par les tenants du wahhabisme. Il faut dire qu'Ibn Arabi avait 3 maîtres. Ces 3 maîtres étaient Moïse, Jésus et Mohamed. Avec lui, nous étions très loin du djihad guerrier et des croisades. Son Dieu était partout et sa vie était un pèlerinage. Il était né à Séville en 1165. Ça veut dire qu'il est à peu près contemporain de Bernard de Clairvaux et de Rachid, le rabbin Rachid de Troyes. Il a toujours marché vers l'Orient. Il marchait, il écrivait, il chantait la femme aimée, il laissait derrière lui des souvenirs, des poèmes en souvenir de son passage. Il se prétendait marié aux étoiles et aux lettres de l'alphabet, et il a renoncé à tout, pas d'héritage, pas de biens. Il est mort à Damas où il est enterré. Il a fondé sa vie sur un principe simple, soumission à Dieu, miséricorde aux autres. Mon pèlerinage méditerranéen, il a commencé au début des années 80 et il n'a jamais cessé depuis 40 ans, il dure encore. Dans 3 semaines, je serai à Beyrouth. Ma première visite est pour Tipaza, ville algérienne de la côte où les Phéniciens avaient fondé un comptoir au 5e siècle avant JC et qui fut chanté par Camus. Mais ce voyage long cours va me conduire à Tanger, à Beyrouth, à Alexandrie, Istanbul, Carthage, Rome, Venise, Palerme, Dubrovnik et bien sûr à Malte.
Notre histoire commune s'est écrite au fur et à mesure de ces nombreux allers-retours entre ces cités d'Orient et les villes d'Occident. J'ai choisi de vous parler de 2 villes en particulier. La première, c'est Alexandrie, ville symbole de notre matin, située au cœur du triangle magique, Rome, le droit, Athènes, la sagesse, Jérusalem, la religion. La seconde, c'est Carthage, la cité engloutie, qui est une sorte d'Atlantide qui a disparu au vent de l'histoire. Sa disparition nous rappelle ce que disait Albert Camus, à savoir que l'histoire est toujours passionnante et effrayante. Alexandrie, c'est une ville fondée par un jeune homme au moment où il s'élance vers l'Asie, Alexandre. Son expédition n'a pas pour but de fourrager les pays qu'il va conquérir, mais il veut faire l'inventaire du monde, mêler les vies, les nations et les dieux. Il part avec des hommes d'armes, avec des artisans, des prostituées, mais aussi avec des géomètres, des botanistes, des zoologues, des naturalistes, des grammairiens, des historiens. Et des rhéteurs qui n'étaient pas là seulement pour broder les rubans de sa légende sur le vif des batailles. En effet, il crée, sur un bras occidental du Nil, il crée cette ville qu'il va appeler Alexandrie. Il agit alors sous l'inspiration de son maître, Aristote. C'est un jeune homme, quand il est là, il a 24 ou 25 ans. La vocation, dans l'esprit d'Alexandre, la vocation de cette ville nouvelle était de devenir le lieu d'accueil et de développement du patrimoine universel. Aristote pensait que l'étude devait couvrir tous les champs du savoir et que les sciences ne pouvaient progresser que par collaboration de tous les savants. C'est ainsi que le musée d'Alexandrie est devenu une université, un centre international de recherche où tous les grands scientifiques de l'époque, Euclide, Archimède, Eratosthène, ont travaillé, et c'est devenu une sorte de Silicon Valley de l'Antiquité. Un nouveau personnage est né sur les rivages alexandrins, le savant qui se consacre à l'étude et à l'étude des livres. Alexandrie devient la fabrique des dieux, elle est caractérisée par un commerce continu entre l'hellénisme et le judaïsme. C'est à Alexandrie que la Bible est traduite en grec, et Alexandrie va prendre sa place au centre du triangle dont je vous parlais, Grèce, Judée, Rome, qui va occuper une position centrale dans l'histoire du monde. Le savoir qui s'est accumulé à Alexandrie s'est ensuite déplacé dans toutes les grandes universités arabes, Bagdad, Damas, Fès, Cordoue, et qui les ont transmises au centre du savoir occidental, qui était alors Paris, Oxford, Montpellier, Salamanque. Le savoir alexandrin, il a rayonné bien au-delà des frontières de notre Mare Nostrum. Au moment, quand j'étais ambassadeur de France à l'UNESCO, c'est moi qui ai lancé l'appel quand j'ai appris pour sauver les mausolées, les manuscrits de Tombouctou, que l'UNESCO a d'ailleurs restauré. Et là, donc en parlant avec des gens, avec des savants et des érudits africains, j'ai appris que Tombouctou avait été un centre de relais pour le savoir alexandrin qui était ensuite divisé, ensuite réparti dans différentes villes subsahariennes. Pardonnez-moi, je saute une page parce que je regarde ma montre. Après Alexandrie, je voulais vous parler de Bonaparte et de Toulon, mais ce sera pour une autre fois. Après Alexandrie, je voudrais évoquer Carthage. Naturellement, c'est une histoire complètement différente. Carthage, comme vous le savez, c'est une ville fondée par des colons phéniciens de Tyr en 814 avant Jésus-Christ, et c'était devenu l'une des plus grandes villes du monde antique, une sorte de capitale de l'Empire punique, une véritable Rome africaine, où l'on parlait latin, comme dans toute l'Afrique du Nord pendant assez longtemps. Rome et Carthage vont devenir deux puissances rivales. C'est le choc de deux superpuissances. Rome ne supporte plus la proximité de ses rivales, et après de nombreuses années de guerre, Carthage est brûlée et détruite. C'est la victoire
du peuple de la terre sur celui de la mer, mais je trouve que la disparition de Carthage nous invite à méditer sur l'histoire et à ne pas oublier que nos civilisations peuvent être mortelles. À Carthage, c'est comme si une branche de l'histoire des hommes avait été coupée et qu'elle n'a jamais repoussée. Devant la ville en flammes, il y a le général romain, Scipion Émilien. Il vient de gagner cette bataille qui a été très, très difficile, très longue et très difficile. Et à côté de lui, il y a l'historien Polybe, dont je vous parlais l'autre jour, parce qu'il voulait que Polybe écrive l'histoire de ces guerres. Et brusquement, Polybe s'aperçoit que le général romain pleure. Il est sur son cheval, il regarde la ville qui brûle, il a gagné, il pleure. Et Polybe lui dit, mais Scipion Émilien, pourquoi pleures-tu? Et Scipion lui dit, je pleure parce que je pense à ma patrie, je pense à Rome, en voyant comment vont les choses humaines. Et effectivement, Rome ne tardera pas à disparaître, enfin pas à disparaître, mais à être vaincue comme l'avait été vaincue Carthage. Je ne peux pas ne pas parler d'une troisième ville qui est Beyrouth. Il y a des villes qui nous appellent. Il me semble que depuis, j'ai parlé de mon enfance, je pense que depuis mon enfance, Beyrouth m'a toujours appelé. Dans les brouillards de Champagne, je pensais au Liban et à Beyrouth, et il me semblait qu'à Beyrouth, l'Orient et l'Occident se mélangeaient, que le passé pouvait rejoindre le présent. Je n'ai connu cette ville que dans des moments, que par des temps très difficiles. Mais quand je pense à tous les gens qui m'ont accueilli à Beyrouth, tous ces Libanais pendant, j'y suis peut-être allé une soixantaine de fois, parfois pour 2 heures, 3 heures, alors qu'il n'y avait plus d'aéroport, enfin bon. Ce sont toujours les mêmes mots qui me viennent à l'esprit en pensant aux Libanais. Ce sont 3 mots, joie, courage et énergie. Je trouve que les Beyrouthins et les Libanais, d'une façon générale, ont une sorte de distinction suprême et fataliste dans l'épreuve. Au fil des années, j'ai compris qu'ils avaient une position oblique par rapport au monde, qui est la position d'un certain nombre d'orientaux, méditerranéens, et cette position leur donne une sorte d'avantage sur nous pour comprendre la complexité de notre monde. Mes premiers pas dans le chaudron de la planète m'avaient appris que notre langue vivait et se battait en dehors et loin de nous, et que la langue française, comme le dira Marc Fumaroli, était devenue pour beaucoup une langue de résistance. À Beyrouth, encore aujourd'hui, même si le français recule, Beyrouth parle le français, un français qui résiste, un français poétique, qui utilise toutes les nuances et les fantaisies de notre langue, ce qui permet à chacun d'entrer dans des rêveries communes, de ne pas réduire le monde à des clichés ou à des clips, ni la vie à la politique, ni la politique à la propagande. Je suis arrivé à Beyrouth après, pour terminer cet épisode d'Ulysse que vous avez rappelé tout à l'heure, amiral. Écrire était une vocation à Beyrouth depuis longtemps. La ville a été fondée il y a près de 7000 ans à proximité de Byblos, où arrivaient les bateaux chargés de papyrus. Le nom de Beyrouth viendrait d'un mot phénicien qui signifie puits. La ville était réputée pour ses eaux fraîches. Les ruisseaux du Liban ont couru pendant des millénaires vers la ville et le port. Tous les bateaux de passage jetaient l'ancre dans la baie pour les gouades. La ville, tellement douée pour le bonheur, y compris celui des autres, a trop fréquenté le malheur, souvent à cause des autres. Et cela continue. Mais il y a d'autres sources, et celles-ci sont éternelles. Elles coulent entre les mains de nos amis libanais. Ce sont l'eau de la vie, l'eau de la poésie et l'eau de la liberté. Ce sont 3 sources assez rares qui ont irrigué de Beyrouth ce Moyen-Orient que nous aimons. Quand Alexandre conquiert l'Asie, il pense tenir le monde sous son seul regard.
c'est un premier acte d'une globalisation. Et le premier homme à faire cette expérience de l'universel historique. Il met en communication tous les vivants, il croit qu'il met en communication tous les vivants. Brodel parle de l'hellénisme comme étant la première européanisation de l'Orient, appelée à durer jusqu'à Byzance. Le dialogue Orient-Occident ne cessera plus à partir de ce moment. Nous avons parlé de Carthage. Les Phéniciens s'étaient établis en Méditerranée occidentale en important tous les dieux du Vieil Orient que le christianisme va finir par éclipser. Mais le christianisme est aussi une religion orientale qui va finir par conquérir et féconder l'Europe. C'est au tour de l'Europe d'être orientalisée. Comme je l'ai dit, Brodel nous rappelle que l'Europe était saturée d'Orient. L'islam, autre religion orientale, s'engouffre dans les immenses espaces qui sont abandonnés de l'ancien empire d'Alexandre, de Samarcande jusqu'aux colonnes d'Hercule. Et ça, André Malraux l'avait très bien repéré. L'espace euro-méditerranéen, c'est donc celui de cette mer intérieure qui touche à 3 continents, qui fut le creuset d'une civilisation où il y a eu un brassage entre l'Orient et l'Occident très profond. Il y a sans doute eu autant de fruits d'amour que de haine, tout en donnant naissance à une civilisation chatoyante qui a rayonné bien au-delà de nos frontières. D'une certaine façon, le christianisme a été le tabernacle d'une culture gréco-latine et de la sagesse antique, non seulement des prophètes, mais aussi de la sagesse grecque, en allant jusqu'à saint Augustin. Il a toujours donné une place d'honneur à la douleur, aux humiliés et à la liberté. Cette tradition, elle a fécondé nos rapports avec l'univers. Elle nous a appris aussi que nous n'étions pas seuls. Et je pense qu'il nous faut parfois rechercher cette position oblique par rapport au monde, qui est celle des Libanais. Elle crée de mystérieuses sodalités et nous permet de nous tourner avec conscience vers les hommes de l'autre rive. Elle a créé notre civilisation européenne. Et maintenant, la survie de notre humanité européenne est une question de civilisation et je suis sûr que la Méditerranée sera l'un des enjeux de cette survie. Pour l'instant, les Européens sont installés en haut d'un toboggan, direction la sortie de l'histoire. Certains d'entre vous, en m'écoutant, pensent sans doute, et vous n'avez pas tort, que l'agression de Poutine nous a réveillés de cette léthargie. C'est vrai qu'il y a un sursaut européen, mais nous ne devons pas nous leurrer sur ce sursaut. D'une part, l'Europe relève la tête, mais elle le fait sous la bannière de l'OTAN, ce qui n'est pas exactement pour nous un idéal de souveraineté. Et d'autre part, cette Europe, en relevant la tête, affiche des fractures nouvelles et profondes. Fractures entre les pays de l'Europe de l'Est, une Allemagne qui affiche de nouvelles ambitions, et les pays de l'Ouest, notamment les pays latins. Je crois qu'il ne faut pas nous tromper, que nos idéaux peuvent être évacués beaucoup plus vite que nous l'imaginons. L'Europe était devenue un colosse d'argile bureaucratique affecté par divers troubles du comportement, amnésie dissociative, perte d'identité, dépression persistante. Les 3 sont liés et conduisent à l'asthénie de nombreux présidents de l'Europe. L'aveuglement sur l'importance des valeurs qui ont formé notre destin européen en a été le symptôme le plus manifeste. Il est toujours suicidaire de négliger l'histoire et de nous détourner de notre matin, d'oublier une tradition qui, comme le dit Camus, n'a jamais nié ce qui fait la grandeur de l'homme. D'autant qu'il n'y a rien de nostalgique dans cette tradition, puisqu'elle met au-dessus de tout la liberté et la dignité de l'homme. Au contraire, cet héritage méditerranéen est pleinement d'actualité et encore capable de parler au monde entier. Je fais un petit flashback, mais souvenez-vous du discours de Dominique de Villepin à l'ONU au moment de la guerre en Irak. C'est notre trésor, notre capacité d'agiter cet héritage, c'est notre trésor et souvent nous ne le savons pas. Certains d'entre vous ont peut-être lu le grand écrivain hongrois Sándor Márai.
Dans son journal qui a été publié il y a 6 mois, nouveau tome qui a été publié il y a 6 mois, c'est un Européen qui nous parle, mais un Européen qui n'oublie pas les leçons de la Méditerranée. Il était longtemps exilé à Naples. Sandor Márai explique ainsi ce qui manque à l'Amérique, où il va pourtant trouver, il va partir pour les États-Unis, il va y trouver un certain réconfort matériel. Il dit ce qui leur manque, c'est justement ce que nous avons. Ce sont les 2500 années qui se sont déroulées en Europe entre la préhistoire et les temps modernes, c'est-à-dire les civilisations grecques et latines, le gothique, Dante et saint François, ne jamais l'oublier, dit-il. L'Europe soft est celle de la globalisation, c'est-à-dire celle du capitalisme financier, de l'industrie lourde des médias et d'une monnaie commune. Sous ce masque aimable, le poison nihiliste continue ses effets et peut condamner les existences individuelles à l'absurde. Le monde n'a pas de sens, le mal et le bien se définissent au gré des circonstances, tout devient marchandise et spectacle, l'amour et la douleur aussi. Le marché libre mondial est devenu une valeur suprême. Or, cette marchandisation générale, forme extrême de notre sécularisation, crée du vide et de la solitude. Un marché ne crée jamais une civilisation. Il peut être le point de départ d'une civilisation, mais il ne la crée pas. Il faut l'unité historique née de la littérature, de la culture et de la spiritualité. Permettez-moi de reparler de Carthage. Et relisez Salammbô si vous l'avez sous la main, parce que je l'ai relu il y a un mois, c'est vraiment un livre extraordinaire. Car le destin de Carthage peut nous interpeller, nous aider à nous interroger sur nous-mêmes. Quand Flaubert parle de Carthage, il nous montre une ville, sa force et ses faiblesses, son absence de génie politique, son manque de vision, son esprit mercantile, sa passion de l'or et du profit. Il parle aussi de sa disparition, naturellement, que le critique Thibaudet envisageait comme une éventualité du futur, cette guerre des mercenaires détachée de toute fatalité historique. Naturellement, le destin de Carthage peut résonner étrangement en notre temps de métamorphose, où les Européens semblent amputés de cette part d'espérance qui avait participé à la fondation de notre unité, et ils semblent hésiter sur leur destin. L'Europe du traité de Rome est née sur les ruines et les massacres de 2 guerres civiles européennes et sur l'obsession de dépasser la Shoah sans l'oublier. Je crois qu'il faut rendre hommage à ces pères fondateurs. Ils ont en leur temps accompli un travail remarquable. Mais aujourd'hui, se satisfaire de son confort, c'est accepter de disparaître en douceur, car cette Europe fantôme stagne sur les ruines de souveraineté européenne et sur l'oubli de notre histoire. La source de notre liberté, et là je parle pour nous, Français, parce que je pense que nous avons un rôle central à jouer dans notre rapprochement de la Méditerranée. La source de notre liberté, c'est notre pays, l'enracinement de son État, son école, son armée, son économie, sa diplomatie, sa langue et ses familles spirituelles. Notre voix vient de loin. Le cœur demeure, écrivait le poète du XIe siècle, qui était l'inventeur du roman, d'une certaine façon, Chrétien de Troyes. Et notre histoire, elle bat toujours pour ceux que nous aimons et que nous estimons. Elle a, depuis l'Ancien Régime jusqu'à De Gaulle, en passant par la Révolution et Napoléon, toujours inspiré les peuples européens. Notre pays n'est pas un musée, encore moins une prison, ni une puissance déclinante placée en unité de soins palliatifs. Mais chacun comprend que nous sommes à un tournant. Assistons-nous aux dernières convulsions d'une civilisation euro-méditerranéenne? À nous de prouver que nous ne méritons pas de disparaître, le temps presse. Au début des années 1980, j'avais longuement parlé avec le poète polonais Milosz, qui est né à Vilnius. Milosz m'avait confié son souci que beaucoup d'Européens n'aient pas la volonté d'être sujet et non objet de l'histoire. Doit-on subir l'histoire ou la faire? Nous en sommes toujours là.
Je me souviens aussi d'une de mes premières rencontres avec Milan Kundera, qui est devenu un ami, mais c'était en 1982. En 1982, il disait « Husserl a donné à Vienne et à Prague des conférences qui étaient un peu son testament philosophique sur la crise européenne. Il avait posé la crise de la survie européenne en 1935. La survie de notre humanité européenne, on ne peut pas être plus clair. Ce sont les Européens qui ont produit des outils de pensée, d'action, de convivialité sociale, aujourd'hui planétarisés. Ils ont exporté leur vision de la science, leur conception du droit, de la nation et leur culture à rayonner sur tous les continents. La démocratie est née à prospérer sur des socles judéo-chrétiens. La vraie tragédie, comme l'écrivait Kundera, c'est l'Europe qui est en train de laisser infiler son identité culturelle. Est-ce que la France va devenir une petite nation, comme aurait pu dire Kundera? Il parlait de son pays. Pour ma part, je suis un patriote français et je suis un patriote européen. Et j'ajouterais, je suis aussi un patriote méditerranéen. La question est de savoir si nous sommes au bout d'un processus ou si nous allons être capables, nous sommes quand même épris de justice et attachés à nos idéaux, pour sacrifier à l'impératif d'une globalisation qui n'est animée que par l'argent et l'extension des droits individuels en dehors de toute pensée collective et historique. Je crois que ça, c'est très important. Nous oublions, nous mettons les droits individuels au centre de notre avenir sans du tout penser à l'histoire ou à nos ensembles. Et la droite et la gauche ont quasiment rendu les armes sur ce terrain sans combattre. Dans ces conditions, est-ce qu'il y a un avenir pour notre pays en Europe et quel sera son avenir, quelle sera sa relation avec la Méditerranée? Il me semble que j'ai toujours été optimiste, je vous ai tenu des propos un peu pessimistes, mais je suis optimiste et je pense que ça va prendre du temps, mais que la première étape, c'est la création d'une nouvelle Europe solidaire et souveraine, d'une sorte d'espace pan-européen et capable de se tourner vers la Méditerranée. Un politologue américain, Francis Fukuyama, avait annoncé après la chute du mur de Berlin la fin de l'histoire. Dans cette perspective, les liens entre l'Europe et les pays méditerranéens allaient se renforcer par le commerce et la prospérité dans une sorte de dilution générale des identités. C'est un processus qui a son importance, mais à partir de ce moment-là, nos institutions diplomatiques et militaires commencent à négliger la formation d'orientalistes qui avaient une grande familiarité avec les civilisations de l'autre rive et la langue arabo-musulmane ou le farsi. Le globish était appelé à devenir la langue du monde d'après la fin de l'histoire. Aujourd'hui, l'armée, comme le Quai d'Orsay, manque, et encore naturellement, des ambassadeurs arabisants, Gouillette à Alger, Bruno Fouché qui est à Beyrouth, enfin bon, on en a encore. Mais nous n'avons pas la relève. Et nous avons perdu cette tradition d'orientalisme qui nous vient du XVIIIe siècle, dont les derniers représentants ont été Louis Massignon, Corbin et aujourd'hui Christian Jambet, qui, je pense que vous ne connaissez peut-être pas son nom. C'est le plus grand orientaliste français. Il est d'une réputation internationale, incontestable, mais personne ne pense à aller le solliciter. En fait, on a oublié que depuis l'incendie de Troie, il y a toujours dans le monde une ville qui brûle et des pays en guerre. La guerre en Ukraine nous rappelle tragiquement, s'il en était besoin, la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de tonus, il n'y a pas de rayonnement dans la contemplation de soi. Le charme et la grandeur de la Méditerranée, c'est d'avoir toujours su donner et transmettre. La fondation d'une nouvelle Europe et son alliance avec les pays de l'espace méditerranéen n'iront pas sans difficulté. La première nous concerne, nous, les Européens. Il nous faut d'abord résoudre par le haut le conflit tragique qui se joue aujourd'hui sur le sol européen. Personne ne pense à mettre sur le même plan l'agresseur et l'agressé. Mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir aux événements qui ont conduit à cette guerre en Ukraine, qui est d'une certaine façon un moment de bascule du monde.
Les pays occidentaux n'ont sans doute pas accueilli comme il l'aurait dû le peuple russe au banquet des nations démocratiques après la chute du mur et après la réunification de l'Allemagne. Reconnaître aujourd'hui nos faiblesses stratégiques, ce n'est en aucun cas exonérer l'agresseur de sa responsabilité décisive dans la situation actuelle. Mais c'est tenter de réfléchir avec un minimum de sérénité à l'état de notre Europe qui nous est si chère. L'agression de Poutine contre l'Ukraine a naturellement balayé pour l'instant tout ce que notre diplomatie et notre président avaient commencé à construire autour d'une idée d'autonomie européenne. Mais l'histoire va continuer. Et si cette Europe souveraine que nous souhaitons tous existe un jour, il faut qu'elle se retourne immédiatement vers cette Méditerranée d'où elle vient. En fait, c'est un voyage d'aller-retour. Là aussi, les choses ne seront pas simples. Il nous faudra d'abord reconnaître et accepter l'altérité des peuples dont nous souhaitons la coopération et l'amitié. Tout à l'heure, je vous citais Hérodote. Il disait « Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls et les autres ne nous ressemblent pas forcément. » Oui, heureusement, car cette diversité fait la poésie du monde. Il faudra aussi mesurer que notre Méditerranée est la proie d'un certain nombre de conflits. Le principal étant cette guerre civile qui fracture aujourd'hui toutes les sociétés musulmanes, la guerre entre ceux qui croient au djihad intérieur, au djihad guerrier, et ceux qui croient au djihad intérieur, c'est-à-dire à la conversion du cœur. Malheureusement, l'islamisme représente aujourd'hui l'islam le plus dynamique et le plus offensif dans le monde entier. Non seulement dans les pays méditerranéens, mais en Asie et dans les pays d'Afrique subsaharienne. Une autre complication, non des moindres, c'est la poussée impériale ottomane. Ankara pousse ses pions partout et sur tous les terrains, avec beaucoup d'habileté. Là aussi, cette dynamique nous renvoie aux illusions de ceux qui étaient nombreux, à gauche comme à droite, qui militaient pour une entrée à marche forcée de la Turquie dans l'Union européenne. Enfin, parmi les autres difficultés que nous avons affrontées, je vais en identifier deux, sans m'étendre. Premièrement, l'explosion démographique subsaharienne et deuxièmement, le conflit majeur entre les Israéliens et les Palestiniens, dont nous avons abandonné le suivi et la responsabilité au président américain. Je les cite tous les deux ensemble. Cette explosion démographique africaine et ce problème, ce conflit entre Israël et les Palestiniens, parce que notre Europe, sur ces deux sujets, ne s'est mobilisée qu'en cas de crise et au jour le jour, et aussitôt, elle regarde ailleurs où elle se met la tête dans le sable. Or, non seulement il nous est possible d'agir, mais il y a sur tous les pays de l'autre rive une forte attente d'Europe. J'avais pu le constater quand j'étais à Malte. J'avais mis en place avec le CNRS, et Catherine Bréchignac, qui est de l'Académie des sciences, des réseaux de chercheurs de tous les pays méditerranéens qui travaillaient ensemble et qui, d'ailleurs, continuent. Tout ça avec, par exemple, sur les raz-de-marée, les tsunamis, et d'ailleurs avec des répercussions à l'UNESCO. Et à l'UNESCO, j'ai invité des scientifiques et des chercheurs israéliens et palestiniens qui sont venus avec l'accord de leurs deux pays pour témoigner, c'était la première fois, qu'ils travaillent quotidiennement ensemble sur un certain nombre de sujets. En fait, la Méditerranée nous a toujours beaucoup donné. Notre humanité, l'humanité européenne, elle a toujours beaucoup donné à notre humanité européenne. N'oublions pas la leçon de Scipion qui pleurait devant les flammes de Carthage. N'oublions pas qu'il peut y avoir des décollements de civilisation comme il existe des décollements de rétine. Je crois que le temps est venu d'essayer de sortir de toute cette nasse en nous posant quelques questions. Est-ce qu'être français signifie encore quelque chose pour nous ? Sommes-nous encore une nation ? Pourquoi est-ce que l'Europe est notre maison commune ? Est-ce que nous souhaitons vraiment rendre ses ailes à l'intelligence européenne ? Voulons-nous revivre et tenter de donner un sens à notre XXIe siècle ? Je crois que les réponses à ces questions seront décisives et je crois surtout que seule une nouvelle Europe
peut devenir l'arche de Noé de la liberté du monde et se tourner avec force vers la Méditerranée. Je vous remercie.